Alors, je m'excuse Bonjour. encore une fois pour cette. Ah. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on est ensemble pour discuter des bronchectasies ou dilatation de bronches. Tout d'abord, la définition de la dilatation de branche. Il y a deux mots importants quand on parle de dilatation de branche. Merci. C'est une dilatation anormale et permanente, c'est-à-dire que c'est des lésions irréversibles. Donc, quand vous dites anormale et permanente, du calibre des branches, avec destruction de l'armature chondro-fibroélastique, ça veut dire avec destruction de la paroi branchique. Cette dilatation de branche siège généralement dans les branches supérieures à 2 mm de diamètre, c'est-à-dire entre la 4e et la 8e division branchique. Voilà. Donc la dilatation de branche était fréquente, si vous voulez, avant la découverte des antibiotiques, mais les programmes, si vous voulez, les antibiotiques et les programmes de vaccination ont fortement diminué la survenue de dilatation de branche dans les pays, surtout dans les pays industrialisés, en Europe et aux États-Unis, alors que cette affection reste, elle n'est pas très fréquente, mais elle reste quand même, elle existe quand même, elle est fréquente dans les pays en développement comme l'Algérie. Alors, du point de vue diagnostique, avant, le diagnostic était fait par ce qu'on appelait l'injection d'un produit radio-opaque au niveau des branches, ce qu'on appelait la bronchographie. Actuellement, cette méthode, cet examen de diagnostic est abandonné au profit de la TDM thoracique ou du scanner thoracique. Alors, pour parler de dilatation de branche, on a ce qu'on appelle le cercle vicieux de Kohl. Le cercle vicieux de Kohl, c'est quoi? C'est qu'on a au début, voilà, tout commence, si vous voulez, par une infection. Soit une infection virale de l'enfance, soit une anomalie génétique qui entraîne une altération de la muqueuse. Cette altération de la muqueuse, si vous voulez, a pour réponse ou pour conséquence une hypersécrétion avec diminution de la clearance mucociliaire. Cette hypersécrétion, donc la muqueuse bronchique réagit aux infections virales par hypersécrétion avec une diminution de la clearance mucociliaire. Cette hypersécrétion avec diminution de la clearance mucociliaire a pour conséquence une accumulation des sécrétions. Cette accumulation des sécrétions entraîne, si vous voulez, une infection, une nouvelle colonisation bactérienne. Par des phénomènes, si vous voulez, chimiotactiques et par des sécrétions, si vous voulez, de facteurs chimiotactiques, entraîne une inflammation. Cette inflammation va entraîner une destruction de l'armature fibro-cartilagineuse, qui rentre dans la définition, si vous vous souvenez bien. Donc, on a dit augmentation permanente et irréversible avec destruction de l'armature chondro-fibroélastique. Hein? Et qui entraîne une dilatation de branche. Et cette inflammation aussi entraîne une altération de la muqueuse. Voilà. Donc, au début, c'est une infection virale qui entraîne un phénomène qui va s'auto-entretenir. Voilà. Ça va?
Oui, Monsieur, s'il vous plaît. oui. On n'entend rien. Bettahar, s'il vous plaît, éteignez votre micro et caméra. Pardon? Vos caméras, s'il vous plaît, vous, micro, s'il vous plaît. Et je... Non, non, monsieur, Ah, c'est mais pas. Non, Battahar, non, s'il c'est vous pas. plaît, Battahar, s'il vous plaît, éteins ton micro et ta cam. Voilà, on n'entend rien. Merci. c'est moi qui va éteindre le micro? Non, c'est pas vous, monsieur. Non, Ah, non, non, pardon. non, mais monsieur, non, pardon. Très bien. Alors, il y a trois types de dilatation de branche. Classiquement, on distingue trois types de dilatation de branche. Si vous voulez, la dilatation de branche de forme cylindrique ou tubulaire, c'est un tube ou un cylindre qui garde, si vous voulez, normalement les branches vont de la région proximale à la région distale en diminuant de volume, en diminuant de diamètre et en, avec ce qu'on appelle une arborisation. C'est comme un arbre. Il y a le tronc d'arbre, après il y a les branches, après il y a les feuilles. Donc, il y a le tronc d'arbre qui est gros, et après les branches elles sont réduites de calibre, etc. Et vers les branches tout à fait au fond, elles sont très petites. Il y a la forme variqueuse. La forme variqueuse, c'est quoi? C'est une forme qui associe, si vous voulez, un aspect de dilatation et un aspect de dilatation et de rétrécissement. C'est ce qu'on appelle, avant, on appelle forme variqueuse ou forme moniliforme. Il y a les formes saculaires ou kystiques. Donc, c'est des formes, si vous voulez, qui se terminent en sac ou en kyste, qui peuvent même s'infecter et donner des images hydroaériques. Alors, ça, il y a donc c'est ça, c'est les trois types de dilatation de branche. Il y a les formes cylindriques ou tubulaires, les formes variqueuses ou moniliformes et les formes saculaires ou kystiques. Alors, les dilatations de branche peuvent être classées en forme localisée et en forme diffuse. Alors, les étiologies des dilatations de branche sont nombreuses. Généralement, quand elles sont diffuses, on dit qu'elles sont euh, les dilatations de branche. Donc, les étiologies des dilatations de branche sont nombreuses. On les classe soit en dilatation de branche primitive ou congénitale et en dilatation de branche secondaire. La différence entre les deux, la différence grossière entre les deux, c'est que les formes primitives ou congénitales, généralement, c'est des dilatations de branche bilatérales et étendues. Et les formes secondaires, elles sont le plus souvent localisées et unilatérales. Voilà, s'il vous plaît, les dilatations de branche qu'on a dit tout à l'heure. Voilà ce qu'on appelle une dilatation de branche de forme kystique ou saculaire, avec un niveau hydroaérique. Les dilatations de branches variqueuses, voilà un aspect de dilatation avec un aspect de rétrécissement. Et les dilatations de forme cylindrique, c'est une branche qui garde le même calibre. Normalement, quand on part de la région proximale à la région distale, la branche diminue de diamètre. Ici, elle garde le même diamètre. Et voilà une branche normale. Voilà. Une branche normale, donc à la région proximale, un diamètre, et quand on va à la périphérie, le diamètre se réduit progressivement. Voilà, les étiologies des dilatations de branches. On a dit que les étiologies des dilatations de branches, soit, je vais prendre, si vous voulez, on va commencer par les formes primitives. Ce qu'on appelle les maladies génétiques, on a dit que c'était des dilatations de branches diffuses. Il y a la mycoviscidose, il y a la dyskinésie ciliaire primitive, il y a le déficit en alpha-antitrypsine, il y a certaines maladies systémiques, maladies générales, si vous voulez, c'est la polyarthrite rhumatoïde, c'est la rectocolite hémorragique, c'est le syndrome de Sjögren, c'est l'hérité douloureux et certaines autres pathologies. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les dilatations de branches secondaires. Donc, toutes les atteintes bronchiques peuvent entraîner ce compliqué de dilatation de branche.
L'exemple type, c'est le corps étranger, surtout chez l'enfant, quand il passe inaperçu. C'est ce qu'on appelle la broncholytiase. La broncholytiase, c'est la calcification ganglionnaire. Ganglionnaire, hilaire ou médiastinale. C'est les tumeurs, surtout la tumeur carcinoïde. C'est les compressions extrinsèques par des adénopathies ou par des tumeurs médiastinales. Et c'est les torsions de branches après résection, après chirurgie, si vous voulez, chirurgie thoracique. Toutes les infections pulmonaires peuvent se compliquer de dilatation de branches. Donc, vous avez des infections à staphylocoque, à hémophilus, à mycoplasme. Vous avez la coqueluche, vous avez la rougeole, vous avez la tuberculose, etc. C'est pour cela qu'on dit que le programme de vaccination doit obligatoirement inclure la vaccination contre la coqueluche, contre la rougeole et contre la tuberculose. Donc, on vaccine, si vous voulez, contre ces maladies infectieuses et contagieuses pour éviter, premièrement, la maladie et pour éviter surtout leurs complications. Voilà. Il y a les dilatations de branches secondaires à des phénomènes immunoallergiques, c'est ce qu'on appelle la BPA ou aspergillose bronchopulmonaire allergique. C'est à savoir. Il y a oui. Dans le cas des dilatations de branches secondaires, est-ce qu'on a une prédisposition génétique associée ou bien n'importe quel individu qui développe ce genre d'infection peut avoir cette complication? Non, il n'y a pas de prédisposition génétique, si vous voulez, principale, mais n'importe quel sujet qui est infecté ou qui développe une maladie, par exemple une coqueluche, ça ne veut pas dire qu'un enfant qui a été malade d'une coqueluche, obligatoirement, il va développer une dilatation de branche. Si elle se complique, elle peut entraîner, c'est l'une des étiologies de la dilatation de branche. La rougeole aussi. Je vous dis, c'est pour ça qu'on vaccine. On vaccine pour éviter la maladie qui peut être grave, et en évitant la maladie, on évite aussi, si vous voulez, secondairement, les complications qui sont la dilatation de branche. D'accord, merci. Je vous en prie, madame. Voilà, donc voilà le tableau qu'il faudrait retenir. Pour vous, retenez qu'il y a les dilatations de branches primitives. Généralement, les dilatations de branches primitives ou congénitales, elles sont associées à d'autres malformations congénitales. Et généralement, c'est le syndrome de Mounier-Kuhn, le syndrome de Cartagena que vous connaissez, et il y a certains, le syndrome de Young, etc. C'est pas... Donc, vous pouvez les retrouver si vous faites une bibliographie, mais ce n'est pas important. Retenez que dilatation de branche secondaire, elle peut être secondaire à n'importe quelle affection atteignant le poumon ou les branches, et dilatation de branches primitives ou congénitales, elles doivent être associées à une anomalie congénitale si vous voulez, extra-bronchique, et généralement, elles sont diffuses et bilatérales. Voilà. Alors, comment on fait le diagnostic de dilatation de branche? Le symptôme essentiel de la dilatation de branche, c'est la toux et l'expectoration. Donc, c'est une toux et une expectoration quotidienne et permanente. Cette expectoration, généralement, elle est supérieure à 100 millilitres. Et cette expectoration peut se compliquer, ce qu'on appelle une bronchorrhée que vous connaissez. C'est la bronchorrhée, donc la bronchorrhée, c'est une expectoration qui sédimente en 4 couches. Je pense que vous connaissez ça. Donc, associé à cette bronchorrhée ou cette expectoration qui est permanente et quotidienne de volume ou d'importance variable, selon l'étendue de la dilatation de branche, on peut avoir une hémoptysie. La dilatation de branche peut se manifester par une hémoptysie. L'hémoptysie, c'est un bon signe parce qu'il fait peur, il amène le malade à consulter. Parfois, c'est des hémoptysies, si vous voulez, franches, parfois, c'est des crachats de sang qui peuvent constituer aussi
le premier motif de consultation ou de révélation. Il y a ce qu'on appelle des dilatations de branches de forme sèche, c'est-à-dire asymptomatiques. Il n'y a ni toux, ni expectoration, ni hémophysie. Elles sont généralement de découverte radiologique systématique, TDM thoracique. Monsieur. Alors, associé à cette hémophysie, associé à cette bronchorée ou cette toux expectoration et parfois hémophysie, il y a la dyspnée. La dyspnée est variable. Le plus souvent, elle est absente, mais parfois, elle est présente quand la dilatation de branche est étendue, quand elle est bilatérale, etc. Les signes généraux, ils sont absents. Donc, généralement, on fait le diagnostic de dilatation de branche. C'est quelqu'un qui tousse et qui crache tous les jours de façon depuis plus ou moins longtemps, c'est-à-dire c'est une toux et expectoration qui peut évoluer depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 1 an, etc. Et contrastant avec ça, l'état général est conservé. Mis à part la toux et l'expectoration, le malade est en bon état général. Alors, l'interrogatoire va rechercher une affection sévère de l'enfance. On va lui dire, généralement, c'est les parents qui rapportent ça. Ils vous disent, j'ai été hospitalisé pour complications de rougeole. J'ai été hospitalisé, ma mère me dit que j'ai été hospitalisé pour complications de coqueluche, etc. Donc, il faudrait rechercher la notion d'infection sévère de l'enfance et, si vous voulez, l'ancienneté et la fréquence des poussées de surinfection. Alors, l'examen clinique est généralement normal. L'état général, on a dit qu'il était conservé. Pas de fièvre ou fébricule, sauf s'il y a une poussée de surinfection. Le seul élément positif ou l'élément qu'on peut trouver à l'examen clinique, c'est l'hypocratisme digital. Donc, quand vous suspectez une dilatation de branche, il faudrait éventuellement, donc vous allez retrouver une toux avec expectoration qui est d'abondance variable. Parfois, elle est compliquée par une infection, donc ce sera une bronchorée. L'examen clinique est tout à fait normal et le seul examen à l'examen clinique qu'on peut trouver, c'est l'hypocratisme digital. L'hypocratisme digital, il témoigne de l'ancienneté de la maladie. Parfois, on peut retrouver des râles bronchiques ou des râles sous-crépitants quand cette dilatation de branche se complique d'infection par contiguïté, c'est-à-dire qu'il y a une infection parenchymateuse continue. Et généralement, la dilatation de branche secondaire est souvent associée, si vous voulez, soit à une mauvaise hygiène bucco-dentaire, soit à une infection ORL. Donc, quand vous suspectez une dilatation de branche, quand on suspecte une dilatation de branche, on doit faire un examen bucco-dentaire et un examen ORL systématique. Alors, on suspecte donc une dilatation de branche. Le premier examen qu'on demande en pneumologie, c'est la radio thoracique de face. La radio thoracique de face peut être tout à fait normale, ce qu'on appelle image ITN ou image thoracique normale. On peut avoir ce qu'on appelle des images directes. Les images directes, si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 3 types de dilatation de branche. Type de dilatation de branche cylindrique, variqueuse ou molliforme et kystique ou saculaire. Alors, les dilatations de branches donc, peuvent avoir une image thoracique tout à fait normale, comme ils peuvent avoir des images directes. Parce que les images directes, c'est ce qu'on appelle des clartés tubulées à parois épaisses ou des opacités tubulées. Soit vous prenez l'opacité, soit vous prenez la clarté. C'est à vous de choisir. Et il y a des images kystiques avec niveau hydroaérique et parfois qu'on appelle des images aréolaires. Les images aréolaires, c'est des micro-clartés, c'est des clartés, si vous les rendez, c'est des images kystiques ou clartés rondes, dont le diamètre est inférieur à 1 cm. Ces images, donc,
du point de vue exploration radiologique, on a dit que la radiographie thoracique pouvait être tout à fait normale. Il pouvait avoir des images directes évocatrices de dilatation de branches, comme il peut avoir ce qu'on appelle des images indirectes ou de complications. On peut avoir une pneumonie, un abcès et une pleurésie. Alors, quand on a une pneumonie, un abcès ou une pleurésie, c'est à la guérison de ces maladies, de la pneumonie après traitement, de l'abcès et de la pleurésie, qu'on remarque au contrôle radiologique qu'il y a une anomalie bronchique. Voilà, si vous voulez, ce qu'on appelle opacité tubulée. Voilà, ça, c'est évocatrice aussi de dilatation de branche. Voilà, une opacité aussi tubulée. Voilà. Et voilà ce qu'on appelle les images aréolaires. Voilà, des hyperclartés comme ça, moins de 1 cm de diamètre. Voilà, sur la TDM thoracique. Donc, une fois qu'on a fait qu'on a demandé l'examen radiologique, on demande tout d'abord toujours une radio standard. Après, on demande une TDM thoracique. Alors, sur la TDM thoracique, voilà ce qu'on appelle des dilatations de branches de type cylindrique. Voilà. Si vous voulez, c'est des tuyaux coupés. C'est des branches qui sont coupées. Voilà. Elles sont là aussi, elles sont ici. Ici, elles sont associées à une atteinte parenchymatale, c'est une atteinte du poumon. On a dit que c'est des images indirectes. C'est une image de pneumonie ou de condensation parenchymatale. Voilà, une dilatation de branche de type cylindrique, c'est la branche qui garde le même diamètre de la zone proximale du centre, si vous voulez, vers la périphérie. Normalement, quand on part du centre vers la périphérie, le diamètre de la branche se réduit progressivement. Ici, c'est le même. Voilà. Voilà, une branche normale. Elle est là. Celle-là, par exemple, elle se réduit progressivement de diamètre. Voilà, ici aussi. Voilà. Donc, dilatation de branche de type cylindrique. Oui, mademoiselle. Ça. Oui. Pardon. Si vous avez des questions, vous les posez. Hein? Alors, on a dit suspicion. Le diagnostic de dilatation de branche repose donc sur des éléments cliniques. C'est l'atout et l'expectoration, parfois la bronchorée et parfois l'hémoptysie. Sur des éléments radiologiques, sur la radiographie standard de face et de profil éventuellement, et elles sont le diagnostic de certitude et l'examen TDM, c'est le scanner thoracique. Le diagnostic de dilatation de branche est fait par la TDM thoracique. Une fois qu'on a fait le diagnostic de dilatation de branche, si vous voulez, on demande un examen, ce qu'on appelle un ECB, c'est examen cytobactériologique des crachats. Monsieur, pardon. Je demande à mademoiselle Bouhadja d'éteindre son micro et sa cam. Merci. Mademoiselle Bouhadja, je lui demande d'éteindre sa cam et son micro. Merci. Alors mademoiselle Bouhadja, vous devez exécuter, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'examen cytobactériologique des crachats, c'est quoi? À isoler le germe. Donc, on va analyser les crachats de malades suspects de dilatation de branche. Donc, cet examen cytobactériologique des crachats sert à isoler le germe. Parfois, si on n'arrive pas à isoler le germe par l'examen cytobactériologique des crachats, on peut éventuellement, par la fibroscopie bronchique, si elle est pratiquée, donc elle confirme l'origine de la bronchorée. Donc, on retrouvera une hypersécrétion ou beaucoup de sécrétion au niveau de l'arbre trachéobronchique. Et on peut vérifier d'où vient cette bronchorée, donc de quelle branche, de quel côté, de quel lobe, etc. Et on peut faire aussi un prélèvement orienté et protégé à la recherche de germes.
Parce que le problème des dilatations de branches, ce n'est pas la maladie en elle-même qui est un problème, mais c'est surtout ce qu'on appelle les germes de surinfection, qui, à la longue, si vous voulez, peuvent devenir résistants aux antibiotiques. Alors, donc un prélèvement orienté et protégé, ce qu'on appelle une fibroaspiration protégée, et à la recherche du bacille tuberculeux et des germes banals. Examen direct et culture. Alors, les formes cliniques de la dilatation de branche, on peut avoir des formes localisées, comme on a dit tout à l'heure, des formes localisées, soit segmentaires, soit lobaires, soit pulmonaires, un seul côté. Et généralement, elles sont bien tolérées. Et la surinfection, pardon, et la surinfection est rare. Voilà. Alors, les formes diffuses, elles ont une évolution sévère avec des complications fréquentes et des surinfections bronchiques répétées. Et généralement, les formes sévères, on a dit qu'elles étaient souvent associées à une malformation congénitale associée, soit une malformation ORL, soit ce qu'on appelle les déficits immunitaires. Non seulement il a une maladie bronchique, mais en plus, il a un déficit immunitaire. Donc, le malade est doublement, si vous voulez, est doublement sanctionné. Et parfois, donc, dans les formes diffuses, on peut avoir ce qu'on appelle une infection parenchymateuse, ce qu'on appelle des complications par contiguïté, soit des pneumopathies, soit des abcès, soit des épanchements, des pleurisses. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir le même germe qui peut causer sur un individu une forme localisée de dilatation et pour un autre individu une forme diffuse? Oui, on peut. Donc, ça dépend de l'immunité de la personne. Ça dépend de... Non. Les germes, généralement, les germes de surinfection, je ne voulais pas vous le détailler, mais les germes de surinfection des dilatations de branche, vous avez les germes qu'on connaît tous, c'est-à-dire le pneumocoque, le staphylocoque et le streptocoque et le mycoplasme. Et vous avez ce qu'on appelle le germe de prédilection des infections bronchiques au cours de la dilatation de branche, c'est qui? Pneumocoque. Généralement, c'est le pyocyanique. Hein. Et le pyocyanique, comme vous le connaissez, est très résistant, si vous voulez, aux antibiotiques. C'est-à-dire généralement, parce que c'est des malades qui ont une maladie chronique. Et qui dit maladie chronique dit tout expectoration depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 1 an, etc. Obligatoirement, il va être traité. Il va prendre des antibiotiques 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois par an. Et si on prend 5 fois par an des antibiotiques, obligatoirement, le germe peut devenir résistant. Et le germe si vous voulez, ce qu'on appelle la colonisation bronchique, c'est surtout le pyocyanique. Et qui est le problème dans les dilatations de branches, c'est d'arriver, si vous voulez, à stériliser ou à maintenir, si vous voulez, une colonisation basse par le pyocyanique. Merci, monsieur. Je vous en prie. Monsieur, Oui, mademoiselle. la dilatation de branche peut avoir comme cause une surinfection, c'est ça? Non. C'est pas une surinfection banale qui peut entraîner une dilatation de branche. C'est une complication d'une infection parenchymateuse qui peut évoluer vers une... L'infection parenchymateuse peut être une complication de l'infection bronchique.
D'accord. L'atteinte pulmonaire ou parenchymateuse est secondaire à l'atteinte bronchique. Et D'accord. parfois, c'est le contraire. Si vous voulez, vous avez un abcès du poumon, vous avez une pneumopathie, vous avez n'importe quoi, vous avez une tumeur qui, si vous arrivez à guérir ce malade, a comme séquelle une dilatation de bronche. Les deux sont valables, si vous voulez. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, le traitement de la dilatation de bronche, donc généralement, on commence ce qu'on appelle la prévention primaire. La prévention primaire, c'est arrêter de fumer, c'est l'arrêt du tabac. Un malade qui a une dilatation de bronche, s'il continue à fumer, ce n'est pas la peine de le traiter. Hein? Parce que ça ne sert absolument à rien. Parce que je ne sais pas, vous allez faire ça à la 3e, la 4e semaine. Quel est l'effet nocif du tabac sur, si vous voulez, ce qu'on appelle l'épuration bronchique? Le tabac paralyse, si vous voulez, l'épuration bronchique. Il paralyse les cils vibratifs de la muqueuse bronchique. Donc, il n'y a pas d'évacuation. Il paralyse le tapis mucociliaire. Donc, arrêt du tabac, c'est le premier impératif, c'est la première condition. S'il n'y a pas d'arrêt du tabac, si vous voulez, votre traitement sera un échec. Traitement des infections chroniques ORL et dentaires, c'est pour cela que quand on pose le diagnostic de dilatation de bronche par la TDM thoracique, on demande systématiquement une TDM ORL, généralement une TDM des sinus, pas ORL, une TDM des sinus, et un examen bucco-dentaire. S'il y a infection, s'il y a sinusite et s'il y a abcès dentaire, ou s'il y a carie dentaire, il faudrait le traiter. Autrement, il va y avoir une rechute ou une récidive. Et il y a ce qu'on appelle aussi la vaccination antigrippale et antipneumococcique. La vaccination antigrippale et antipneumococcique doivent être systématiques. L'antigrippale, c'est une fois par an, et l'antipneumococcique, c'est tous les 5 ans. Ça va? Oui, Alors, oui. le traitement proprement dit. C'est-à-dire, si vous vous souvenez bien, quand on a fait le cercle de Kohl, donc il y a 4 phénomènes qui vont se poser pour la dilatation de bronche. Il y a ce qu'on appelle l'infection bronchique, il y a l'hypersécrétion et l'obstruction bronchique, il y a l'inflammation bronchique. Alors, il faudrait essayer de traiter ces 4 phénomènes. L'infection bronchique, donc, c'est la toux et l'expectoration qui deviennent purulentes. Purulente, ça veut dire bronchorée, ça veut dire expectoration verdâtre. S'il n'y a pas d'expectoration verdâtre, ça veut dire que probablement il n'y a pas d'infection bactérienne. Il n'y a pas de surinfection bactérienne. Si un malade crache blanc, muqueux, si vous voulez, ou crache jaune, c'est fort probable qu'il n'y a pas de surinfection bactérienne. Donc, l'antibiothérapie doit être prescrite quand il y a apparition d'une fièvre ou sur une fièvre et quand il y a une apparition, si vous voulez, de complications infectieuses pulmonaires. Je reviens toujours à dire que s'il y a un foyer parenchymateux associé, ça veut dire qu'il y a une atteinte infectieuse. Et donc, il y a ce qu'on appelle les critères de Fine. Donc, les critères de Fine, c'est la fièvre, c'est la purulence de l'expectoration et l'apparition de la dyspnée. Quand il y a un de ces 3 symptômes qui apparaît, ça veut dire qu'il y a surinfection bactérienne, on doit traiter par antibiothérapie. Alors, l'antibiothérapie, généralement, on utilise une antibiothérapie à large spectre. Sinon, on utilise l'antibiothérapie selon, si vous voulez, le germe isolé et selon les tests de sensibilité, si on arrive à isoler le germe. Et je vous dis, le plus souvent, c'est un germe qui est résistant, c'est Klebsiella pneumonia.
Alors, contre l'hypersécrétion, c'est un malade qui tousse et qui crache tout le temps, tous les jours, de façon permanente. Parfois, des malades, ils peuvent cracher 200, 300, jusqu'à 500 cc ou les 500 millilitres par jour. Donc, il faudrait lutter ou traiter cette hypersécrétion et cette obstruction bronchique par ce qu'on appelle la kinésithérapie respiratoire. La kinésithérapie respiratoire de drainage bronchique doit être pluriquotidienne. Donc, il y a un kinésithérapeute, il y a un technicien ou un médecin kinésithérapeute qui va apprendre aux malades comment, si vous voulez, comment cracher, quelles sont les positions à adopter pour bien cracher, pour évacuer toute cette hypersécrétion bronchique. Et ce malade doit appliquer ça chez lui quotidiennement, plusieurs fois par jour. Donc, il aura le temps. Après, donc, il y a la kinésithérapie respiratoire qui sert pour le drainage bronchique. Elle doit être pluriquotidienne. Il y a le traitement bronchodilatateur. Parfois, tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais parfois, quand on ausculte les malades, toute atteinte bronchique, la règle, ça veut dire que toute atteinte bronchique, on peut avoir une obstruction bronchique, on peut avoir des rats sibilants. Donc, on peut éventuellement traiter par ce qu'on appelle des bronchodilatateurs. Voilà, bronchodilatateurs, bêta-2 mimétiques par voie inhalée. Voilà. Et contre l'inflammation bronchique, on doit utiliser, on doit traiter par des anti-inflammatoires type corticoïdes. Donc, si vous prenez le traitement du dilatation de bronche, il est triple, si vous voulez. Il y a lutte contre l'infection, lutte contre l'hypersécrétion et lutte contre l'obstruction bronchique. L'obstruction bronchique, c'est les bronchodilatateurs, éventuellement les anti-inflammatoires. La chirurgie, quand est-ce qu'elle est indiquée? La chirurgie est rarement indiquée dans les dilatations de bronche. Elle est indiquée quand la dilatation de bronche est localisée. On dit que la dilatation de bronche est localisée et mal tolérée, surtout chez les femmes. Donc, dilatation de bronche localisée, un segment, un lobe, un poumon, un seul côté. Pas les deux poumons, un seul côté, même si c'est tout à fait un poumon en entier. Donc, segment, lobe ou poumon, quand elles sont mal tolérées, généralement les femmes, elles tolèrent mal les expectorations. Donc, quand elles sont mal tolérées ou quand elles sont accompagnées souvent, ou elles se compliquent souvent d'hémoptyse. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, monsieur. Oui. Les antitussifs sont contre-indiqués. Ils sont contre-indiqués. Je n'ai pas parlé, ils sont contre-indiqués. D'accord. Si vous ne traitez pas antitussif, ça veut dire que vous allez faire stagner l'hypersécrétion et aggraver l'obstruction bronchique. Donc, le malade va s'asphyxier. Oui, merci. Oui. Encore? Monsieur, pour les formes localisées de la DDP, elles sont consécutives à une infection antérieure ou Oui, non, ça ne veut pas dire qu'infection par tel germe égale étendue atteinte spécifique. Non, c'est-à-dire vous pouvez avoir une grippe qui se complique, par exemple, une grippe qui se complique d'une dilatation de bronche localisée. Et vous avez classiquement ce qu'on appelle le syndrome de Brock. Le syndrome de Brock ou le syndrome du lobe moyen qui existait avant, c'est la complication, si vous voulez, ce qu'on appelle la complication due à la tuberculose. Le syndrome de Brock ou syndrome du lobe moyen, il associe, si vous voulez, deux signes, c'est dilatation de bronche, trois signes plutôt, dilatation de bronche du lobe moyen, calcification ganglionnaire, ganglion calcifié et hémoptyse. Et ce syndrome de Brock, qui est donc une atteinte localisée puisqu'il atteint uniquement le lobe moyen, s'il y a des hémoptysies répétées, on peut opérer, on peut proposer ce malade en chirurgie. Mais est-ce qu'il y a... C'est pour ça que la vaccination, si vous voulez, la vaccination BCG
évite la tuberculose, donc évite toutes les complications de la tuberculose. Oui, mademoiselle, je vous écoute. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui favorise l'apparition de cette complication chez certains sujets et pas chez d'autres? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La médecine, mademoiselle, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. D'accord. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir... non, il n'y a aucun facteur, ni anatomique, ni génétique, ni infectieux, qui peut prédire, qui peut vous dire que ce malade va avoir telle dilatation de branche et ce malade ne peut pas avoir telle dilatation de branche. Non, il n'y a aucun élément. Merci. Je vous en prie. Encore? Posez n'importe quelle question. Je suis là pour Monsieur, répondre. Oui. Pourquoi prescrire des corticoïdes? Corticoïdes, c'est quand on revient, si vous voulez, à ça. Attendez. Voilà. C'est ici. L'inflammation. L'inflammation, quand il y a un corticoïde égale anti-inflammatoire. Si vous traitez l'inflammation, vous pouvez éventuellement réduire la destruction et réduire l'altération de la muqueuse. Le but, si vous voulez, du traitement corticoïde, du traitement inflammatoire, c'est à peu près de réduire l'atteinte de la muqueuse bronchique. C'est de réduire ou de retarder la destruction fibrocartilagineuse de la muqueuse bronchique. D'accord, merci. Monsieur, Oui, oui, mademoiselle. quel est l'intérêt des traitements bronchodilatateurs alors qu'on a des bébés? Pas compris. L'intérêt Je n'ai pas bien entendu, je m'excuse. l'intérêt des traitements bronchodilatateurs Je alors vous qu'on ai dit a tout à l'heure, quand il y a une dilatation de branche, donc il y a accumulation de sécrétion bronchique, accumulation de sécrétion bronchique au niveau de la lumière bronchique. Cette sécrétion a, si vous ne traitez pas, si vous voulez, a pour conséquence d'altérer la muqueuse. Et s'il y a une altération de la muqueuse réagit en se rétractant, si vous voulez. Et s'il y a rétraction bronchique, donc il n'y a plus passage d'air, il y a une diminution du passage d'air. Donc c'est pour cela que vous allez, au cours de la dilatation de branche, on peut retrouver des sibilants alors que ce n'est pas un asthme. Toute atteinte bronchique, soit un asthme, une dilatation de branche, une BPCO que vous allez faire la 3e ou la 4e semaine, à l'auscultation, on peut trouver des rats sibilants. Et toute atteinte bronchique doit être traitée par anti-inflammatoire et par bronchodilatateur type bêta-2 sympathico-mimétique pour, si vous voulez, retarder ou empêcher, si vous voulez, la destruction des branches. Ok, merci. Je vous en prie. Posez n'importe quelle question. Monsieur, vous m'entendez? Oui. Vous avez parlé au début de la diapo de l'alpha 1 antitrypsine. Oui, monsieur. Quel est son rôle, quelle est la relation avec notre sujet? C'est là. C'est là. Non, je pense vous avez que... déficit en alpha 1 antitrypsine. C'est ici. Oui. L'alpha 1 antitrypsine a pour rôle, si vous voulez, au niveau du tissu bronchique, au niveau des poumons et des branches, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de synthèse et des phénomènes de destruction. La synthèse, c'est les fibroblastes et certaines cellules bronchiques qui se régénèrent. Alors que la destruction est sous l'effet de la trypsine. La trypsine, c'est une enzyme protéolytique. Vous avez la trypsine au niveau de la lumière bronchique et vous avez la lipase, etc. Et quand il y a
Et cette trypsine et ces enzymes protéolytiques qui ont pour rôle de détruire destruction du parenchyme pulmonaire et du parenchyme bronchique, s'il y a un déficit en alpha-1 antitrypsine, c'est-à-dire quelque chose qui inhibe. Anti, ça veut dire qu'elle va inhiber l'action de la trypsine. La trypsine, son rôle, c'est de détruire le tissu pulmonaire. Grossièrement, j'essaie d'être un peu plus schématique. Et s'il y a un déficit de l'anti-enzyme qui est l'antitrypsine, donc la trypsine va trouver, si vous voulez, le chemin libre, elle va détruire le parenchyme pulmonaire et par d'autres phénomènes, etc. Et il peut y avoir dilatation de branches, et surtout l'alpha-1 antitrypsine, elle est surtout responsable de ce qu'on appelle de l'emphysème primitif. Déficit en alpha-antitrypsine, l'emphysème primitif. Ok, oui. Ouais. Merci beaucoup. C'est clair? Oui, c'est clair. Oui. Très bien. Allez, encore. Docteur, Oui, monsieur. je veux juste confirmer une information. La DDP, c'est une complication d'une infection parenchymateuse, c'est ça? Non. Oui, elle peut, je ne sais pas. Elle peut être. Poser la question. La DDB en elle-même, c'est pas. On peut avoir une. Quand. Je sais pas, attendez. Comment vous expliquer? Par exemple, on a pris tout à l'heure le syndrome du lobe moyen. Oui. Le syndrome du lobe moyen, c'est une atteinte bronchique primitive. La coqueluche, elle débute par une atteinte bronchique. La grippe, c'est une atteinte bronchique. Mais parfois, un abcès du poumon qui est maltraité, une pleurésie purulente qu'on a fait hier, qui est maltraitée, donc quand elle est chronique, quand elle dépasse un mois, elle peut se compliquer de dilatation de branches sous-jacentes. Un abcès du poumon, s'il ne guérit pas au bout de maximum 6 semaines, il peut se compliquer de dilatation de branches. Alors, et la dilatation de branches en elle-même, quand il y a une infection, quand il y a une surinfection bronchique, par contiguïté, cette infection bronchique peut atteindre le parenchyme pulmonaire adjacent. Les deux sont vrais. L'atteinte pulmonaire peut se compliquer d'une atteinte bronchique et l'atteinte bronchique peut se compliquer d'une atteinte pulmonaire. D'accord, merci. Oui, encore? N'importe quelle question, je suis là pour répondre. Hein. Il ne faut jamais dire qu'il y a des questions bêtes. Non. Monsieur? Oui? Vous avez cité le germe. Vous avez cité le germe le plus souvent incriminé dans la DDB. Le germe souvent incriminé, oui, mademoiselle. C'était purulent, c'était quoi? Pardon? C'était quoi ce nom? Tous les germes peuvent être inclus. Au début, c'est le streptocoque, pneumocoque, etc. Tous les germes qu'on connaît, les germes, je dirais pas les germes les plus fréquemment retrouvés au cours des infections bronchiques, mais le germe le plus grave, d'ailleurs c'est ça qui fait la gravité de la maladie, c'est le thiocyanide. D'accord, merci. Et le but du traitement anti-infectieux, c'est de réduire ce qu'on appelle la charge bactérienne. Parce qu'on ne peut jamais stériliser, on ne peut jamais traiter de façon infectieuse, anti-infectieuse. On ne peut jamais stériliser les branches. Il y aura toujours 1, 2, 20, 100, 1000 germes qui vont rester au niveau des branches. Même si vous traitez par n'importe quel antibiotique. D'ailleurs, actuellement, on traite, si vous voulez, si vous allez dire la question, on traite de façon séquentielle. C'est-à-dire, on traite une fois par mois, après 4 fois par mois, etc. Une fois tous les 3 mois, etc. Voilà. Même si le malade n'est pas symptomatique, il ne crache pas, si vous voulez,
il n'est pas infecté entre guillemets ou là, entre parenthèses, c'est un traitement, ce qu'on appelle un traitement préventif. Et surtout en Europe, pour la mycoviscidose. Parce qu'en Europe, les patients malades de mycoviscidose, ils survivent, c'est pas comme ici chez nous. Ici, peut-être il y en a 5 ou 10 dans toute l'Algérie, alors qu'en Europe, ils survivent presque normalement jusqu'à 30-40 ans, parce qu'ils sont bien pris en charge. Voilà, maladie génétique ici, mycoviscidose. La mycoviscidose, le problème de la mycoviscidose, c'est des germes qui deviennent de plus en plus résistants. Voilà, pour vous retenez que le traitement, le diagnostic est facile, c'est quelqu'un qui tousse, donc c'est tout expectoration purulente évoluant depuis longtemps, et bon état général, avec hypocalcémie digitale. Radiologique, vous avez les 3 types de dilatation de branches, kystique ou saculaire, cylindrique et variqueuse ou moliniforme. L'étendue, c'est variable, elle peut être segmentaire, lobaire, unilatérale, bilatérale, etc. Et que le traitement doit comporter les 3 volets, anti-infectieux, bronchodilatateur, drainage bronchique et anti-inflammatoire. Voilà. Pas de questions? Monsieur, Oui. ça peut se compliquer avec une bronchoconstriction suite à l'accumulation des crachats. Non, bronchoconstriction, ça veut dire que c'est les branches qui se rétrécissent. Ici, non. Les branches restent de calibre, de même calibre, si vous voulez, elles sont dilatées presque, mais elles sont remplies. Donc, il n'y a pas d'air. Donc, il n'y a pas une bronchoconstriction. Il peut y avoir une asphyxie, une diminution de la ventilation, puisque le tuyau, si vous voulez, les branches sont remplies de sécrétion de crachat, donc il n'y a pas d'air qui peut passer. Mais il n'y a pas une bronchoconstriction. Parce que quand vous dites une bronchoconstriction, ça veut dire réduction de calibre de la branche. Or, ici, c'est le contraire. C'est une dilatation. D'accord. Et pour le traitement, on peut prescrire simultanément des corticoïdes plus des antibiotiques pour éviter l'inflammation. Oui, mademoiselle. Généralement, on les associe. D'accord, merci. Je vous en prie. Monsieur. Oui. Monsieur, pourquoi on peut avoir une hémoptysie? Je veux dire, quel est le mécanisme pour qu'on ait une hémoptysie en cas de dilatation de branche? Très bien. D'après vous, vous avez posé la question, donc vous ne le savez pas. Il n'y a pas de problème, je reviens. La vascularisation. Voilà. Je reviens ici. Donc, il y a une inflammation, donc, quelle que soit donc, une infection, inflammation, etc. Donc, il y a une destruction de l'armature chondro-fibro-élastique de la muqueuse. Quand il y a une destruction de l'armature chondro-fibro-élastique de la muqueuse, de la sous-muqueuse bronchique, etc., quand il y a ça, destruction, donc, quand vous faites l'anatomie de la muqueuse bronchique, il y a des vaisseaux à l'intérieur. Et s'il y a une destruction de l'armature chondro-fibro-élastique, etc., il peut y avoir une érosion bronchique. Et s'il y a une érosion bronchique, donc il y a une hémoptysie. Oui, monsieur, merci. Ça vous suffit? Oui, j'ai compris. Merci, monsieur. Voilà. Donc, l'atteinte de la muqueuse bronchique, la muqueuse bronchique, c'est une muqueuse, si vous voulez, vivante. Et pour qu'elle soit vivante, elle est vascularisée. Et l'atteinte de la muqueuse bronchique, il peut y avoir une atteinte de la vascularisation. Et s'il y a atteinte de la vascularisation, il peut y avoir hémoptysie. Oui, encore. Monsieur? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des fibroses? Pardon? Est-ce qu'on peut avoir des fibroses? Non. Parce qu'il y a des descriptions de l'armature. Non, fibrose, non, c'est pas ici la fibrose. La fibrose, c'est une atteinte du parenchyme pulmonaire, primitif du parenchyme pulmonaire. C'est pas ici.
Si vous voulez, la fibrose peut se compliquer de dilatation de branche, mais la dilatation de branche n'entraîne pas ou ne se complique pas de fibrose. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui? Il n'y a plus de questions? Je pense que vous aurez le cours. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez. Vous avez le cours? La diapo, vous voulez dire? Non, on l'a pas. La diapo, non, on l'a pas. Non, pas la diapo. Ce n'est pas uniquement la diapo. La dernière fois. Est-ce que vous avez reçu le cours sur le pleurésie? Non. On n'a rien reçu. Moi, je ne m'y connais pas dans ce sens. Je ne sais pas. Je vais demander à la secrétaire pour qu'elle vous elle l'envoie à quelqu'un, vous allez le distribuer. C'est ça, les deux. Merci. Je ne sais pas comment ça se passe. D'accord. Donc, mes cours sont disponibles. Vous pouvez les télécharger ou là, je ne sais pas. Je vais parler à la secrétaire, elle va vous les envoyer. Donc, est-ce que vous avez un responsable? Oui, la déléguée, mais elle n'est pas là. Un délégué, oui. Oui, mais elle n'est pas là. Moi, allez. Maintenant, vous donnez votre nom, vous, la boîte, je ne sais pas, moi, je ne connais pas comment ça se passe. Moi, je suis chargé de faire le cours uniquement. Voilà. Donc, vous n'avez pas cette projection que je suis en train de voir. Si, on l'a. On la voit là. On la voit, mais on l'a pas. On l'a pas. On ne peut pas la télécharger. Vous ne pouvez pas la télécharger? Non, impossible, oui. Je ne sais pas. Je vais vous l'envoyer, mademoiselle. Il n'y a aucun problème. Oui. Voilà. D'accord, merci, monsieur. Vous prenez contact avec madame Tarit, le professeur Tarit. Et je vais remettre les deux cours à madame Tarit. Il n'y a aucun problème. Très bien. D'accord. Très bien, merci. Voilà. Ça a été clair? Merci, Oui, monsieur. Merci ça va. beaucoup. Ça va. Merci. Ça va, oui. Allez, bon courage. Bonne journée. Monsieur, Oui. Merci. c'est le dernier cours de ce chapitre. On ne va pas faire staphylococcie pleuropulmonaire. Là, on m'a chargé de faire les deux. Hein. J'ai fait pleurésie et fait dilatation de branche. On ne m'a pas dit de faire staphylococcie pleuropulmonaire. Je vais parler à madame Tarit. Je vais parler. D'accord. Voilà. Merci. Allez, au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et bon courage. Au revoir et bonne Merci. Merci, monsieur. Bon. Merci. Bonne année. Bonne année. Merci, bonne année à vous. Merci, monsieur. Collège, bonne année. Collège, bonne année. Le cours Talium, ça va par rapport aux autres. Oui.